On va faire un petit retour dans le temps, si vous le voulez bien. Je vous ramène à peu près 2 mois en arrière, presque 2 mois jour pour jour en arrière. Début novembre, le 4 novembre, Jesse Duchesneau, un jeune homme de la Gaspésie qui était descendu à Québec avec ses amis pour se faire du fun, pour sortir dans les bars, une soirée comme on l'a sûrement tous déjà fait. Comme moi, je l'ai déjà fait. Je viens du Saguenay, je descendais avec des chums. Les bars au Saguenay, c'était plate. On voulait venir à Québec voir autre chose. Et depuis cette soirée du 4 novembre, Jesse n'a jamais été revu depuis. Il y a eu une enquête, on en a tous entendu parler. Vous avez vu des affiches dans la basse ville de Québec, un peu partout. Vous l'avez vu dans les médias, aux nouvelles. Ici même, on a reçu sa cousine Ariane, avec qui j'ai échangé ce matin par texto, qui m'a d'ailleurs confié que les fêtes avaient été difficiles pour la famille. On peut le croire, ouais. On peut le croire. C'est excessivement difficile pour eux autres, surtout et Ariane me confiait, d'ailleurs je la remercie de m'avoir donné son numéro, puisqu'on continue d'échanger parfois sur ce sujet-là, parce que ce qu'ils ont peur, puis on peut le comprendre, c'est que ça tombe dans l'oubli. Eux, ils oublient pas. C'est un événement, c'est une tragédie familiale pour eux autres. C'est très difficile. Mais c'est vrai que nous, dans les médias, on est tributaires de l'actualité. Donc, on parle souvent des actualités du jour. Même les gens, après ça, voient les affiches en basse ville, en discutent entre eux. Mais après ça, passe probablement à autre chose. On peut pas vous le reprocher. Vous vivez votre vie. C'est normal. Mais ces gens-là, ça les habite encore au quotidien. Et d'ailleurs, elle me confiait que le père de Jesse descend souvent de la Gaspésie, venir poser encore des affiches, venir se promener dans la basse ville de Québec, Saint-Roch, Saint-Sauveur, refaire un peu le trajet qu'il croit que son fils a fait, parce qu'on a vu des images de caméra, mais toujours aucune nouvelle de Jesse. Pour pas que ça tombe dans l'oubli, il y a des gens comme notre prochain invité, qui est le fondateur de Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. C'est Stéphane Luce qu'on va recevoir. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, je sais que tu t'es arrêté sur le bord de la route pour nous parler. C'est pas la première fois qu'on se parle. On avait eu l'occasion d'échanger avec Sylvain sur ta propre histoire qui a mené à ta participation dans Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. On sait que, juste pour le petit rappel, t'as perdu, ta mère a été assassinée dans les années 80, je pense, et il n'y a jamais eu aucune arrestation en lien avec ce dossier-là, ce qui t'a motivé à fonder cet organisme-là? Oui, c'est pas mal bien résumé, ça, mon cher. Et là, tu es en route pour Québec afin de poursuivre les recherches dans le cas de Jesse Duchesneau. Je sais que tu as souvent des équipes de bénévoles avec toi. Alors, c'est quoi le déploiement qui va avoir lieu aujourd'hui à Québec? En fait, le déploiement, j'ai réussi à trouver un droniste là, qui était un petit peu game de faire la job, parce que faut se le dire, là, faut survoler le drone au-dessus du fleuve dans la baie de Beauport, parce que c'est ça le but aujourd'hui, de survoler la baie de Beauport dans le cas où Jesse s'y trouverait. On n'a aucune raison qui nous motive dans le fait de vérifier à cet endroit-là. Il n'y a rien qui nous amène à penser que Jesse est là. Par contre, on sait que le fleuve est là, puis on sait que Jesse est manquant. Il faut pas le perdre de vue. Donc, moi, personnellement, j'aurais pas été à l'aise de passer l'hiver en me disant, j'aurais dû survoler le fleuve. Là, on en profite. Il est pas gelé. Il y a pas de neige. C'est une belle journée ensoleillée. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est ensoleillé. Là, on va aller survoler, voir si, par hasard, on trouverait pas Jesse dans les eaux. Parce que si on recule, il y a pas si longtemps, on a retrouvé Eduardo Malpica dans la baie de Beauport, suite à une disparition qui avait eu lieu à Trois-Rivières. Donc, je me suis dit, écoute, là, personne n'aurait cru qu'Eduardo se serait retrouvé à l'eau, comme personne pourrait croire qu'en ce moment, Jesse pourrait se retrouver à l'eau, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, c'est une disparition, elle est irrésolue, on n'a aucune idée de ce qui s'est produit. Donc, moi, je me sens bien mal à l'aise de juste souhaiter que quelqu'un nous téléphone. Donc, il y a des actions qui doivent être prises. Et puis, survoler la baie de Beauport, en ce qui me concerne, c'est la chose à faire en ce moment, du moins. C'est sûr qu'il peut être plus loin. Il peut être, il faut le faire. Il faut faire de quoi. Puis, le fait de survoler aujourd'hui, moi, ça va faire comme, OK, ça, c'est un check qui est fait. Mais c'est sûr que si moi, j'invite les gens qui restent aux abords du fleuve de garder un œil ouvert au cas où, tu sais, puis il y en a d'autres disparitions là, qui ont eu lieu là, dans cet été. Là. Le fleuve, c'est un endroit où ces personnes-là pourraient se retrouver. Donc, si c'est pas Jesse, peut-être qu'il y aurait quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, on sort dans la fin
finalement, la famille a été avisée. J'ai quand même pris le soin d'aviser la famille en début de semaine pour dire, regarde, c'est pas parce que je m'en vais faire ça que je crois qu'il est là. Je m'en vais faire ça parce que le fleuve est là. Donc, oui, parce que ça reste dans les hypothèses plausibles. Les dernières images nous montraient Jesse près de la rivière Saint-Charles. Il n'a pas été revu, donc c'est plausible qu'il ait pu être dans la rivière Saint-Charles. Les policiers ont cherché, je pense, dans la rivière Saint-Charles, mais ils sont pas allés dans le fleuve? Ben, ils ont cherché, moi, à ma connaissance, ils ont cherché, mais quelques jours après sa disparition. Vous savez, quand quelqu'un, si Jesse est tombé à l'eau, quelques jours après sa disparition, il est resté sous l'eau. Donc, puis là, les eaux sont froides, le corps se décompose moins vite, les gaz, ils se forment moins rapidement dans le corps humain afin de l'aider à remonter finalement puis à flotter. Donc, pendant ce temps-là, ben, si le corps est à l'eau, ben, le corps peut être immobile, il peut être accroché et tout ça. Puis à un moment donné, les gaz font, surtout l'été, les gaz font en sorte que là, ça gonfle tellement que ça peut décrocher, puis le corps peut monter à la surface, puis là, dériver. Là, ben, écoutez, ça fait 2 mois, là. Donc, on s'entend, c'est comme, il y a des grosses chances que si Jesse est à l'eau, ben, qu'il soit à la dérive quelque part. Donc, on souhaite pas qu'il soit à l'eau, mais on souhaite que s'il l'est, ben, qu'on le trouve. Donc, c'est notre façon de penser à ce niveau-là. D'un point de vue technique, Stéphane, comment vous procédez? Donc là, vous allez arriver à la baie de Beauport, vous sortez le drone, vous vous concentrez sur les berges. C'est quoi le rayon, le kilométrage dans lequel vous opérez, là, en fait, là? On a, dans le fond, ça va être des zones d'à peu près 2 km carrés qu'on va survoler. C'est sûr qu'on va ramener le drone le plus souvent possible vers le côté pour s'assurer que tout est sous contrôle de ce côté-là. On a l'intention d'aller, en fait, ça va sur une dizaine de kilomètres. Mais encore là, c'est le drone qui va décider. En fait, si les conditions sont bonnes, on va essayer de faire une dizaine de kilométrages, surtout au niveau des berges, parce que dans la baie de Beauport, là, c'est pas très habité. Donc, les gens, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent près des berges qui pourraient peut-être apercevoir quelque chose. Donc, c'est les zones les moins habitées qu'on va tenter de faire aujourd'hui. Mais c'est vraiment le temps qu'on va nous le dire aujourd'hui, là, tout dépendamment comment ça va se passer, là. Quand on s'est perdu, là, justement, je parlais de la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que tu te rendais du côté de la Gaspésie pour faire une battue avec des bénévoles pour retrouver une dame dont la disparition a été signalée il y a un certain temps. Il y a combien de cas sur lesquels, avec l'organisme, vous travaillez en ce moment, là? C'est où que tu t'es déplacé récemment? Sur quel cas vous avez enquêté, si je peux dire? Bon, on a enquêté sur Eduardo Malpica, sur Kevin Baboulal, sur Nadia Lantin à Chandler. On a 134 familles inscrites chez nous. Donc, puis là, je vous dirais que c'est environ 50% meurtres irrésolus et 50% disparitions. On travaille pas sur tous les cas, évidemment, mais on a quand même 15 enquêteurs. On est 16 enquêteurs bénévoles chez MDQ, puis on a tous des dossiers d'assignés. Donc, chacun travaille quelques dossiers. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus actifs que d'autres, comme le cas de Jesse, il est beaucoup plus actif parce que, bon, il est plus récent et puis, bon, on s'est déployé à la demande de la famille parce que, veut pas, on devient comme... on se fait taguer souvent sur les réseaux sociaux quand il y a une disparition maintenant, étant donné qu'on est actif avec notre équipe canine, on est actif là avec le drone. Donc, plus ça va aller, je crois plus qu'on va être en demande à ce niveau-là, mais on peut pas évidemment tout faire parce que on n'est pas subventionné encore. Et puis, on marche souvent avec les dons du public. J'invite d'ailleurs le public à aller sur notre site web puis visiter notre magasin, nous encourager. Mais c'est ça. Donc, pour répondre à votre question, je vous dirais qu'on a environ une trentaine de cas sur lesquels on travaille actuellement, là, avec mon enfant. Quelle sorte de collaboration vous avez avec les forces policières de façon à ce que vous travaillez de façon complémentaire puis pas vous piler ses pieds non plus? Est-ce que vous partagez de l'information? Ben, nous, on partage l'information. C'est sûr que c'est à sens unique, puis je leur en veux pas. C'est normal. La police a un job à faire. Ils ont de l'information à conserver. Par contre, moi, selon mon point de vue à moi, quand je discute avec les enquêteurs, que ce soit à la SQ, à la police de Montréal, à la police de Longueuil, à la police de Laval ou même de Québec, on est très bien perçus. On n'est pas là pour se prendre pour d'autres. On fait, regardez, dans le moment, la police de Québec, probablement, quand elle attend que des gens téléphonent pour signaler peut-être d'avoir aperçu Jesse,
Tandis que nous, on s'en va droner. C'est sûr que si on trouve quelqu'un aujourd'hui, Jesse dans l'eau, on va téléphoner à la police, mais on va être bien content du travail qu'on va avoir fait. On sera pas là pour dire vous auriez dû faire ça. Okay. C'est sûr que je pense que il y a comme une responsabilité un petit peu de la population. Tu sais, on a tous des yeux, on sait tous qui est disparu, on en entend parler beaucoup. Je pense que c'est important que la population, quand quelqu'un disparaît, c'est important qu'un de nos pères là, qu'on le recherche. Oh. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Et puis moi je pense que éventuellement, si Jesse il est toujours bien visible à quelque part, on va le retrouver puis il y a quelqu'un qui va le signaler. Mais pour répondre à votre question encore, la police, je crois qu'elle est satisfaite de ce qu'on fait. Ouais. Donc on est très bien placé à ce niveau-là. Et puis quand on téléphone, on se fait répondre là, dans le sens du monde. Là, ça fait que ça fait du bon sens. Est-ce que ça arrive à l'occasion que vous avez besoin d'autorisation de la police pour mener des opérations de recherche que vous organisez? Non, moi je ne demande pas d'autorisation de la police. Je fais. C'est sûr que j'utilise mon jugement. Je n'irai pas j'irai pas faire des choses qui sont prévues par la police, par exemple. Okay. Par contre, là, en ce moment, je sais qu'il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui nous empêche d'utiliser un drone. Éventuellement, il n'y a rien qui nous empêche d'utiliser un plongeur ou des chiens. Donc, je pense que c'est j'aime mieux aviser que c'est fait une fois que c'est fait plutôt que de me faire dire tu devrais attendre, on va checker ça plus tard. Non, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Ça, j'ai une façon de voir les choses que je dérogerai pas. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je fais et puis j'avise. Et il y a quelque chose qui me semble très important dans ta démarche, Stéphane, puis je veux que tu m'en parles un peu, c'est le rapport avec les familles. Parce que là, tu nous as parlé de la famille de Jesse. Tu dis être en contact avec eux. C'est extrêmement sensible comme sujet. On le sait, à aborder avec les familles. Je pense qu'il faut faire preuve d'une grande sensibilité. Comment vous faites justement pour entrer en contact avec elles, puis justement conserver ce lien-là qui parfois, j'imagine, peut être fragile. Là, j'imagine, toi, tu l'as toi-même vécu, être près d'une personne assassinée ou disparue. Peut-être même que toi, tu aurais eu envie qu'il y ait un organisme là, comme celui que tu as fondé à l'époque. Comment vous procédez avec les familles? Vous venez un peu de répondre. Le fait que je l'ai vécu, c'est beaucoup plus facile pour moi d'approcher une famille quand c'était d'en approcher une. Là, dans le cas de Jesse, c'est plus le contraire qui s'est produit. En fait, c'est le gars de la Gaspésie qui nous a communiqué pour nous dire, écoutez, tu peux avoir des bénévoles, etc. Mais c'est sûr que parler avec une famille, je suis capable de parler avec eux puis de dire un peu les vraies choses, puis on m'en tient pas rigueur. Parce qu'ils savent que j'ai vécu de quoi de similaire, puis quand je dis de quoi, c'est basé sur mon expérience. Comme c'est déjà arrivé que je dise à des familles, OK, là, maintenant, faut que tu te prennes en main. T'sais, parce que là, je dirais pas ça à la famille de Jesse maintenant. Ils sont encore dans le cœur de tout ça, mais dans 3 ans, s'ils en reviennent pas encore, je vais pouvoir dire, si c'est pas réglé, je vais pouvoir dire, écoute, là, il va falloir qu'à un moment donné, vous pensiez à vous. Je pense pas que Jesse aimerait ça que vous vous sentiez de même aujourd'hui. Donc, je suis capable de dire ça à certaines familles, parce qu'il y en a qui ont besoin de ça. Il y en a qui ont besoin juste de se faire guider puis de se faire dire que c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup de sentiments de culpabilité. Là. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui décède, que ce soit un meurtre ou que ce soit une disparition, dans la famille, il y a tout le temps des gens qui se disent j'aurais dû être là, j'aurais dû l'appeler, j'aurais dû y aller. Puis même moi, même chose pour moi, j'avais juste 13 ans puis j'ai le même sentiment de culpabilité. Donc, c'est important que quelqu'un arrive de l'extérieur et dise hey, t'as le droit, là, t'as le droit de rire, là. T'as le droit d'avoir du fun, t'as le droit de penser à toi. Donc, ce genre d'approche-là, je l'ai. C'est beaucoup plus facile pour moi que pour les membres de mon CA, par exemple, qui n'ont pas vécu une histoire semblable. Ils ont plus de difficultés à dire à une famille les vraies choses. Par contre, avec le temps, là, ils prennent l'expérience puis ils s'en viennent bons, là, honnêtement. Mais oui, c'est comme ça que je m'y prends. Là, mon expérience fait en sorte que j'ai un petit peu plus de crédibilité. Je suis capable de dire je comprends ce que vous vivez. Ouais. Que ce soit une disparition ou un meurtre, j'ai assez rencontré de familles dans ma vie. Depuis 2006 que je suis dans le domaine, j'étais vraiment avec des familles qui vivaient dans le moment même des disparitions. En 2008, par exemple, dans le cas de la disparition de Marilyn Bergeron, oui. J'étais avec des parents de Marilyn quand ça s'est produit, quand ils sont venus voir l'organisme en place à ce moment-là. J'étais avec eux, puis là, même moi, là, j'avais de la difficulté. Je me disais, mon Dieu, c'est bien difficile.
à force de les côtoyer, je suis pas devenu froid à ça, mais je suis devenu comme un petit peu plus terre à terre, puis je suis capable de dire les vraies choses aux familles. Je suis capable de discuter avec eux autres dans le sens du monde. Puis je pense que je t'ai apprécié là, à ce niveau-là. Ben Stéphane, merci beaucoup de faire ce travail-là aujourd'hui. Je pense que comme tu l'as mentionné tout à l'heure, toute recherche n'est pas vaine. Là. C'est-à-dire que lorsqu'on voit qu'il se passe plus rien au niveau de l'enquête, même si je crois pas qu'on ait laissé de côté, mais il n'y a pas des recherches actives à tous les jours encore dans ce dossier-là. Je pense que prendre cette initiative-là est appréciée, notamment par les familles, comme tu viens de le mentionner. Stéphane Luce, on le rappelle, tu es fondateur de Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, et merci de vous intéresser encore à Jesse. Oubliez-le pas surtout. C'est important d'en parler. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Tu vois, ne serait-ce que justement, c'est important ce qu'il vient de souligner, ne serait-ce que pour se rappeler que ce cas-là n'est pas réglé, que c'est pas parce que ça fait les front pages encore tous les jours que c'est un sujet qui revient de jour en jour que c'est résolu. Donc, je pense que c'est ça que la famille souhaite et encore une fois, lorsque j'avais pu échanger avec la famille, ils sont conscients que ils retrouveront peut-être pas Jesse dans l'état où ils souhaiteraient le plus le retrouver. Par contre, avoir une réponse, savoir il est où, savoir un peu qu'est-ce qui est arrivé, savoir qu'on l'a trouvé, avoir une réponse sur qu'est-ce qui lui est arrivé. Je pense que c'est ça qui est le plus important pour la famille. Du moins, j'essaie de me mettre un peu dans leur peau. C'est pas nécessairement facile. Là. Je l'ai pas vécu, mais c'est ce que j'aimerais savoir également.